Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Épisode 24? Ouais. 24 ou 23? 23? 24. Oui, 24e. 24e épisode. Déjà, ça passe vite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre rattrapage aussi parce que là, on va parler d'actualité un peu. Ça va faire du bien. Fait que si vous l'écoutez au mois de février, ça risque d'être un peu moins d'actualité. Je vous dis ça comme ça. Là. Faut nous suivre. Faut être aux aguets. Assidu. C'est le mot que je cherchais. D'abord, comment ça va, les boys? Moi, ça va super bien. C'est le temps des fêtes, tout le monde va bien. Pat, on te réchappe, t'es correct? Oh oui, je suis correct. C'est ça. Juste correct. Garde, on ne te poussera pas plus. C'est le temps, c'est le mois de décembre. C'est tough. C'est tough pour tout le monde. C'est le temps des fêtes. Puis, garde, on prendra pas de pause, hein, je pense, les injustes. On va continuer comme ça à notre rythme. En fait, on va essayer le plus possible. Ben, normalement, on devrait, parce que le prochain épisode dans 2 semaines coïncide avec la sortie de Spider-Man et d'autres de Spider-Verse. On peut quand même pas manquer ça, là. Ben, je pense qu'on peut pas manquer ça. Puis là, ils nous ont fait une surprise. Ils nous ont sacré Aquaman le 21 décembre. Fait que là... Ouais, ça, on va essayer de trouver un temps, là, peut-être après le Boxing Day. Là, on va essayer effectivement de se trouver du temps pour aller voir ça. Là. C'est certainement faisable. Il n'y a rien qui nous empêcherait de continuer d'être aussi régulier qu'on est. Ben, exact. Je sais que l'an passé, ça a été un peu plus compliqué cette année. Je pense qu'on a une belle rigueur qu'on va continuer de garder. Puis c'est une bonne chose. Puis on va se le dire, le mois de décembre est allé assez hallucinant. Puis ça nous amène à notre premier sujet. Honnêtement, de mémoire, là, puis j'ai une très mauvaise mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir vu un mois de décembre aussi chargé que ça en termes de cinéma. Ben, honnêtement, depuis que Disney a décidé de prendre le créneau là, du mois de décembre, soit avec ses films d'animation ou ses films de famille, ou aussi dernièrement dans les dernières années avec Star Wars The Force Awakens, je pense que jamais personne n'avait vu l'attrait. À peu près comme personne n'avait vu l'attrait du mois de février. Exact. Ben, on disait souvent que le mois de février puis le mois de mars, c'était quand les studios abandonnaient sur un projet. On disait, regarde, on le sait qu'on ne sera pas capable d'être dans la période de mai. Fait qu'on va essayer d'au moins récupérer notre argent en étant tout seul au mois de février ou au mois de mars. Puis après ça, on verra. Maintenant, le mois d'ombre de l'année, c'est rendu le mois de septembre, début octobre. Tu sais, tous les films qui ont des problèmes de production sont repoussés, ils tirent tout là parce que... Encore cette année, ça a été assez catastrophique. L'année passée, on avait eu ça qui avait sauvé la mise du mois de septembre, qui avait été comme miraculé de cette période-là. T'avais pas It aussi qui était dans cette période-là? Je viens de te dire ça. Ouais, mais c'est parce que ça, moi, dans ma tête, c'est décadence. Là. C'est comme... Mais non, mais... Je le couperai pas, hein, je le laisse là. Moi, mais c'est toi pis ta maudite version française, hein, si tu veux. Mais qu'est-ce que t'as contre les versions françaises? Rien, mais c'est Pourquoi juste est-ce que moi, j'ai compris? Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à... Je pensais à Décadence, puis j'étais en train de me dire, Chris, Décadence, ça a pas fait une crise de scène. Ce qui s'en va avec ça? Oui, effectivement, donc It a sauvé la mise l'an passé. Mais on va en parler avec un expert, puis c'est un nouveau concept qu'on veut amener de plus en plus, des injustes invités. Je sais pas s'il va accepter le titre que je vais lui donner à partir d'aujourd'hui. L'administrateur de la page La Passion du film, qui est une excellente communauté, une excellente page qui est vraiment bien tenue, par le maître d'œuvre Jean-Michel Goyette. Monsieur Goyette, bonsoir. Hey, bonsoir les gars, ça va? Super. Est-ce que tu acceptes le titre d'injuste invité? Oui, injuste invité, mais expert, non. Hey, on va te prendre expert pareil, sérieusement. Au nombre de publications que tu mets puis au nombre de temps que tu mets là-dedans, je pense que tu as quand même développé un bon art, Jean-Michel. Là. Ah ouais, pour la gestion, ça, je veux dire, sur les réseaux sociaux, je suis quand même rendu pas pire, là, mais écoute, au niveau du box-office, du cinéma, écoute, je sais mon épingle du jeu pareil, écoute. Ouais, t'es quand même... T'es pas pire assidu dans tout ce que tu fais, là. Rien qu'au mois de novembre, t'étais rendu à combien de films de vues, là? Écoute, je pense que j'ai fait une publication hier, j'en avais quelque chose comme 62 de vues en décembre. C'est une pas pire c'est assez astronomique, là, mais écoute, ça prend, je veux dire, un petit peu d'assiduité, puis juste de la bonne gestion du temps. Je veux dire, écoute, avec une famille à la maison, j'écoute un 5, un 10, un 15 minutes, c'était là. Fait qu'au bout de la journée, j'ai deux films de vue. T'as entendu notre conversation du début. Toi, est-ce que ça te surprend de voir un mois de décembre aussi chargé ou au contraire, c'est comme ça année après année puis on s'en rend juste pas compte? En fait, je veux dire, ça me surprend pas. C'est sûr que par le passé, c'était pas aussi chargé. Je pense qu'il y a un éloignement des pôles. C'est clair, net et précis. Je veux dire, avant la pôle, c'était la période des blockbusters qui commençait.
même pas nécessairement en mai. Je veux dire, ça commençait plutôt en juin. Là, je veux dire, inévitablement, il y a un éloignement des pauvres. Là. Je veux dire, ça commence la période des blockbusters fin avril. Je pense que l'année passée, on a eu un Fast and Furious qui est sorti à cette période-là. Mhm. Puis, inévitablement, c'est sûr et certain que, je veux dire, les gros blockbusters n'ont pas le choix de s'en aller ailleurs. Puis, je pense que Alan en parlait un petit peu. Il y a eu l'avènement un peu de Disney et Star Wars qui ont repris le pôle du décembre. Mais de toute façon, la saison des blockbusters du mois de mai, du mois de juin, là, ben Michael Bay s'était occupé de tuer ça. Voilà, c'est sûr qu'avec avec les Transformers, c'est sûr qu'il l'a tué. Mais écoute, c'est chargé partout, là. Puis je veux dire, chaque période, des fois, un petit peu son créneau. Tu sais, tantôt, tu disais que, je veux dire, octobre, c'était peut-être un petit peu les films qui avaient des problèmes de production. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même la période de l'Halloween. Fait que tu sais, il y a beaucoup de films d'horreur, tu sais, qui vont s'en aller là. Je veux dire, cette année, on a eu Halloween qui a été un énorme succès. Là. Je veux dire, ça a été, je pense, c'est le deuxième plus gros week-end. C'est pas le premier plus gros week-end pour un film d'horreur de l'histoire, là. C'est sûr, bien évidemment. Il avait surpris pas mal, effectivement, celui-là. Ouais, non, ça a été assez incroyable. Là. Fait que, non, c'est ça. Écoute, je pense qu'on a un éloignement des pôles. Puis, il y a la période de janvier qui est très tranquille. Sinon, février, il y a quand même des grosses productions qui sortent là. Bon, janvier, c'est quand même assez difficile. D'abord, le monde n'a plus une Christie de scène, ça, c'est la première des choses. Exactement. Puis ça, je pense que c'est dans n'importe quel commerce, là, je veux dire, que ce soit le commerce au détail ou encore dans les cinémas, c'est une période qui est pas facile. Mais décembre, tu sais, placer un film comme Aquaman en plein 21 décembre, je trouve ça quand même assez, comment je pourrais dire, courageux de la part de Warner Brothers. Ben, c'est courageux, sauf que, je veux dire, dans le domaine du box-office, il y a un terme qui s'appelle avoir des legs, ça veut dire avoir des jambes. Tu sais, c'est bien beau, je veux dire, d'avoir un gros premier week-end, mais si tu fais comme Batman vs Superman, puis tu chutes de 70% ton deuxième week-end, bon, tu sais, c'est peut-être moins intéressant. Ouais, mais là, tu t'inscris un peu en faux avec ce que Louis Morissette disait, où il disait, là, le plus important, c'est les 2 premières semaines, puis fuck le reste. Donc, dans le cinéma américain, c'est au contraire, il faut que ça dure plus longtemps dans le temps. Ben, non, je dis pas. Le premier week-end, c'est clair, net et précis. Je veux dire qu'il y a une importance majeure. Mais je veux dire, à long terme, c'est sûr et certain, mettons, je vais te prendre des exemples comme le film Zootopia. Zootopia, ça n'a pas été un gros succès à son premier week-end. Mais je veux dire, le du bouche à oreille, c'est tellement bien fait que, je veux dire, après ça, deuxième, troisième week-end, les chutes ont été pas mal moins drastiques que des films, comme je te dis, on va prendre des films de Warner. Mettons que je te suis, là. Mettons que je te suis. Dans le fond, c'est stratégique de se dire, regarde, je suis le dernier de la période des fêtes, puis je profite peut-être même du mois de janvier où il n'y aura rien. Ben, exactement, c'est ça. Tu sais, je veux dire, mettons, tu sors ton film le 21 décembre, puis après ça, ben, tu sais, tu profites quand même d'une période des fêtes où ce que les gens, tu sais, vont être en congé, les jeunes sont en vacances, donc, tu sais, tu vas scorer à ton premier week-end, ça c'est clair, net et précis. Ton deuxième week-end, souvent, les chutes sont moins drastiques parce que, je veux dire, les gens sont en congé. La semaine, ben, c'est plus achalandé parce que, bon, les enfants sont pas à l'école, les gens sont en congé dans des fêtes, là, fait que... Moi, je pense que c'est quand même une belle place, sauf que là, le problème que ça a engendré, c'est que ça a tellement été populaire, je veux dire, au niveau de la franchise de Star Wars pour Force Awakens, que là, tous les blockbusters veulent s'en aller à peu près dans cette période-là de décembre. Fait que c'est fin novembre, plutôt fin décembre. Là, il y a comme un exode vers cette période-là, fait que ça amène évitablement une saturation. Puis les gros se mangent entre eux autres. Là. C'est ce que je pensais. Là. J'avais l'impression que c'est comme si cette idée marketing-là avait supplanté la période estivale qui voit défiler en ce moment plein d'échecs. C'est comme s'ils essayaient de cibler leur gros canon plus en hiver maintenant, puis tout le monde veut tenter de reprendre le marché de Star Wars de décembre ou du Seigneur des Anneaux qui faisait ça aussi là, dans le temps. On oublie ça, mais le Seigneur des Anneaux avait Parce utilisé que le Seigneur cette des Anneaux le faisait, les Harry Potter ont été pas mal dans... on a été habitué à des franchisés importants dans l'hiver, puis là, tout le monde veut essayer de reprendre ce créneau-là. Là. Effectivement, je veux dire, le monde veut le prendre, pas nécessairement des parts de marché, parce que les parts de marché, je veux dire, le cinéma américain, je veux dire, en termes de box-office, c'est stagnant depuis plusieurs années, puis je veux dire, on parlerait même de décennies, là, en termes de recettes, c'est stagnant. Donc, je veux dire, les studios, eux autres, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se séparent la même pointe de gâteau. Donc, c'est ça, ils vont essayer d'aller chercher, bon, ben, c'est saturé, puis on a eu un bel exemple cet été de saturation. Je veux dire,
en début mai, il y a eu une saturation au niveau des blockbusters. Puis, bon, un qui a écopé, je veux dire, pas nécessairement seulement à cause que c'est une saturation, mais si on parle de Solo, Star Wars Story, bon, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer. Oui, là, je vais être obligé de fermer le micro à Alan, là, fait continue. Ouais, non, je sais, Non, continue. Non, ben justement, c'est pour ça que je suis allé dans cette optique-là. Je savais que ça allait susciter débat. Mais bon, on va s'entendre sur certains points que, bon, c'est sûr que le backlash de Last Jedi a inévitablement fait en sorte que ça s'est répercuté, je veux dire, au guichet. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a une saturation au mois de mai. Puis ça, c'est à chaque année, il y en a tout le temps un qui se plante. Cette année, ça a été Solo. Bon, je veux dire, au niveau des autres sorties, il y avait, on a eu Deadpool 2 qui est sorti. En début avril, on avait Fast and Furious. Puis, lequel qui me manque? T'as Infinity War qui a pris une grosse partie du marché. Il y avait eu Black Panther pas mal avant aussi. Exact. Sauf que, ça avait commencé plus de bonheur l'année passée avec Black Panther, puis ça avait continué par la suite, ça n'avait pas pourquoi arrêter. Puis Disney s'était tiré lui-même dans le pied. Il y avait tellement sorti de films en un court laps de temps que... Ah, effectivement. Non, c'est ça. Fait que, là, je veux dire, on arrive avec une grosse saturation. Donc, tu sais, l'année passée, je pense en 2017, c'était War for the Planet of the Apes qui avait planté. Ça avait pas fait gros, ça. Non, c'est ça. C'est un très bon film, mais je veux dire, il a été dans l'ombre des autres grosses sorties qui sont sorties ce mois-là. Mais dis-moi, Jean-Michel, de placer sa sortie en décembre, quel impact ça a sur le box-office vu que ça chevauche 2 années? Est-ce que ça leur permet de faire une petite passe-passe puis de se dire, regarde, on a eu plus de succès ou de cacher justement un flop? Écoutez, là, ça, je veux dire, c'est vraiment en dehors de mes compétences. Là. Je veux dire, on parle plus de fiscalité, là, rendu là. Ben franchement, je pense pas qu'il y ait nécessairement une question fiscale parce que, by the way, là, je veux dire, on va sortir mes cours d'économie, mais les années fiscales des entreprises, c'est de avril à mars. OK, ouais, effectivement. Fait que pour le simplement, studio... fait que, je veux dire, si tu vas sur un site Internet qui répertorie le box-office, ils vont peut-être trancher entre 2017, décembre, puis après ça, 2018. Mais je veux dire, en termes de fiscalité pour une entreprise, c'est Mais pas de la même façon. si on y va peut-être sortir peut-être des blockbusters et autres, si on va plus générique dans le box-office, tu parlais que ça faisait à peu près 10 ans que le box-office mondial est stagne. Il augmente un peu d'année en année, là. Ouais. Mais moi, ce qui me désole le plus au niveau du box-office, on n'arrête pas de dire qu'on bat des records d'année en année, mais je continue à dire que c'est 10 films dans l'année qui fait 95% du box-office mondial. Je trouve que c'est plate à cause de ça. Le cinéma, il est plus diversifié comme il était. Moi, je me rappelle, dans les années 90, j'allais au cinéma 3 fois par semaine. J'allais voir tous les films qui sortaient parce qu'il y a de la diversité, des comédies romantiques, juste des comédies. Il y avait toutes sortes de genres de films. Maintenant, on se garoche les blockbusters. Puis, tu tripes ces Oscars, là, puis tu parles souvent du fait que tous ces films-là, oscarisés-là, ont jamais de screen time dans nos cinémas. En fait, c'est que les Oscars sont devenus une publicité supplémentaire pour ressortir ces films-là sur grand écran. Non, effectivement. Je suis bien d'accord. Là. Regarde, on prend un film comme Star is Born, qui est un remake d'un remake. Là. Mais, je veux dire, ça fait quelque temps que c'est sorti, ça. Mais là, on va éventuellement tomber dans la saison des prix. Là. En fait, c'est déjà commencé plus pour le cinéma indépendant. Mais ce film-là, tantôt, je parlais de legs, je veux dire, de films qui vont avoir une deuxième vie, un deuxième souffle. Ça, c'est inévitablement un film qui est encore à l'affiche, qui essaie de faire durer dans le temps pour quand il va y avoir des nominations. Je veux dire, les gens vont retourner au cinéma pour voir ça. Puis ça, c'est un des gros succès de cette année. Là, je veux dire, écoute, je veux pas te mettre dans le pétrin, là, mais si tu avais peut-être une explication à savoir pourquoi cette tarte-là, par exemple, moi, dans le monde de la radio, je sais que c'est difficile parce que notre nombre d'auditeurs général baisse. Il y a moins de monde qui écoute la radio. Tranquillement, pas vite, on observe ce phénomène-là. Si dans le domaine du cinéma, ce qu'on observe, c'est que la tarte ne grossit pas, qu'est-ce qui explique le fait? C'est-tu parce que c'est devenu trop cher? C'est-tu parce qu'il y en a trop? C'est-tu parce que c'est pas assez diversifié? Selon toi, qu'est-ce qui explique que les gens se rendent peut-être un peu moins au cinéma qu'avant? C'est un peu difficile. Ça revient un petit peu à l'explication de qu'est-ce qui va faire un film un succès. Je veux dire, je pense que c'est une addition de plusieurs facteurs. On se cachera pas aussi que, bon, première des choses, le prix du billet est rendu quand même assez important versus le pouvoir d'achat que le simple contribuable a. Donc, c'est sûr qu'inévitablement, je veux dire, pour, mettons, le même prix de billet versus ce qu'on a comme salaire, ben,
inévitablement, c'est sûr que c'est rendu plus cher. C'est un petit peu plus... Bon, on a connu, nous autres, les 3,25, là. Les mardis à 3,25 $, je peux te dire. Moi aussi, j'ai connu ça, 3,50 Ouais, c'était pas cher. Que le salaire minimum était, je sais pas à combien à l'époque. 5 ou 6 piastres à peu près. Tu sais, je veux dire, une heure de travail était suffisante pour t'acheter un billet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, là. Non, ça, c'est sûr. Fait que je pense que le prix du billet, inévitablement, ça a un impact. C'est sûr et certain que tout l'avènement du streaming, légal ou illégal, c'est sûr que l'illégal a une grosse partie du... Je pense qu'on a, avec l'avènement du streaming, puis surtout du piratage, on a amené une modification dans l'habitude de consommer des cinéphiles. C'est sûr et certain. Là, nous autres, par exemple, là, on va moins se déplacer pour aller voir certains films, alors que si tu attends quelques semaines ou genre un mois ou deux, tu sais que tu vas l'avoir de qualité. Tu vas pouvoir rester chez vous en pyjama, puis tu vas flatter ton chat en écoutant un film poche que tu n'auras pas payé 18$ pour aller voir. Alors, effectivement. Tu sais, tantôt on parlait, puis je veux dire, je suis un auditeur, moi, des injustes, puis tu sais, on parle beaucoup, tu sais, des gros tentpoles de l'année, les gros blockbusters, mais les studios mettent tellement de publicité dans ces films-là qu'on se met à penser que c'est seulement ça, le cinéma, que c'est seulement ça qu'on nous propose. Puis, je veux dire, inévitablement, les consommateurs sont facilement influençables. Fait que c'est vers ces productions-là qu'ils vont. Mais en même temps, ces publics-là, tu sais, je veux dire, les publics geeks, c'est souvent ceux qui vont dépenser énormément d'argent puis qui vont y aller. Tu sais, le public, en général, si, avec le streaming puis les nouvelles façons de faire, ne veulent plus aller au cinéma. Tu sais, je veux dire, je regarde, moi, ma gang autour de moi, les gens autour de moi, là, puis à part les gros tripeux, là, j'en vois plus tu sais, du monde comme ma mère et mon père qui allaient au cinéma, ils y vont plus, là. Non, je suis d'accord. C'est vrai que là, les gens n'y vont plus. Je sais pas. Je pense qu'il y a eu une modification, pareil, dans notre manière de consommer. On est habitué d'avoir, je veux dire, tout puis rapidement. Fait que c'est sûr que, je veux dire, faut pas se cacher, l'illégal sur Internet, c'est tellement facilement accessible. Tu sais, là, on l'a vu avec ton groupe, ça a amené à plusieurs discussions. Martin, là, c'est incroyable. Je vous dis, les gars, là, ça fait 3 ans, là, à peu près, que mon groupe est ouvert, là. Je n'ai jamais autant supprimé de publications sur bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? HDS est fermé, ma vie est terminée, qu'est-ce que je fais pour trouver cette série-là? C'est incroyable, j'ai dû en supprimer là, une quinzaine dans la première heure. Ben écoute, je vois passer des critiques des fois de membres de... Puis tu sais, c'est pas pour faire je veux pas stigmatiser personne, mais je vois passer des critiques de films que je me dis, comment est-ce qu'il l'a vu? Il est pas sorti en DVD, puis la sortie au cinéma était il y a à peu près 2-3 mois, là. Mais non, effectivement, je veux dire, puis là, écoute, les gars, on vient tous de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on comprend un petit peu de la réalité des cinémas de la région. Je veux dire, si demain matin, à moins que j'aille traverser le parc des Laurentides pour faire une critique du nouveau Suspiria, ben, écoutez, sinon, l'autre possibilité, c'est que tu l'aies trouvé piraté sur net. Oui, mais c'est la raison australienne, ça. C'est pourquoi qu'on pirate, ben, c'est parce que ça se rend pas chez nous. Ben, il y a un peu de ça. Ben, en tout cas, à tout le moins, pour le cercle qui nous concerne, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut effectivement peut-être en prendre une partie de l'explication. Mais tu sais, je regarde les groupes les membres de ton groupe, là, ils viennent de partout, là, puis ça semble être la même chose, là. Oh, oui, c'est le même partout. Je pense que, c'est ça, les gens sont un petit peu... c'est l'accessibilité facile qui, je pense, qui est le maître de tout ça. Les gens c'est tellement facile. Moi, au nombre de personnes, des fois, qui m'ont déjà parlé sur ce que j'écoutais mes séries TV, puis je parlais de Netflix, puis tout ça, puis ils font comme tu vas pas sur HDS, puis je leur répondais, ben, tu sais, c'est parce que c'est gratuit, puis c'est comme un petit peu illégal, c'est du piratage. Et le monde de répondre, hein, c'est pas légal? Il y a comme une grosse part de naïveté de beaucoup de personnes aussi, de confusion, là, avec la facilité du streaming, puis que tu vois rien que sur un site spécifique, tu peux tout écouter, le monde se rend même plus compte que c'est du piratage. Non, je suis 100% d'accord. Je veux dire, il y a une déresponsabilisation aussi avec le temps, puis il y a une banalisation. Faut pas se le cacher. Les gens, ben, tout le monde le fait, c'est facilement accessible. C'est comme si les gens s'étaient mis des œillères... Puis, tu sais, quand il y a eu l'avènement de l'Internet, là, moi, je l'ai vu arriver, là, bon... ouais, ben toi, t'as vu beaucoup de choses arriver. Ben, oui, c'est ça, j'ai découvert... c'est ça, le télégraphe. J'ai découvert le feu, vous le saviez pas, là. Oui, c'est toi, ça? Ouais, le clan qui a tombé, là. C'est que je suis rasé pour avoir l'air plus civilisé. Ah, me semblait aussi. Donc, c'est comme si... tu sais, l'Internet, là, tout était gratuit, t'as le droit de tout. C'est la mentalité de l'Internet, c'est ça, c'est gratuit. Puis là, tout d'un coup, parce que tu l'as trouvé là...
C'est comme si tu avais le droit de l'écouter. Ben- Ouais, mais excuse, là, mais... Ouais, mais c'est les pas- boys, la semaine passée, là, il y a un joueur de hockey, OK? Pour pas le nommer, là, Sam Girard de l'Avalanche du Colorado, là, OK? Qui se demandait où est-ce qu'il pouvait aller trouver ses films gratuits vu qu'HDS était fermé. Puis le petit gars, là, c'est pas parce qu'il veut pirater des films, là. Christy, il est millionnaire, là. C'est parce que c'est dans la mentalité de cette génération-là. Il c'est- paye pas pour ça. C'est épouvantable. là. Mais, Ça a plus mais de c'est bon ça, sens. le petit gars, là, c'est pas parce qu'il voulait être illégal puis qu'il voulait sauver 20$, là. C'est parce que dans sa manière de consommer, là, c'est ça. C'est C'est- triste, là. Ça n'a pas de rapport. Non, c'est effectivement, je veux dire, c'est la manière qu'on a été un peu... c'est pas brainwashé, tout simplement, mais tu sais, moi, si je prends mes enfants, là, je veux dire, mon plus grand, il a 10 ans. Tu sais, lui, je veux dire, le support physique, là, il connaît pas ça. Là, aller au club vidéo, il a pas connu ça. Fait que, tu sais, lui, l'accessibilité qui est facile pour lui, ben, c'est Netflix. Il a dû te regarder croche quand tu t'as vu arriver avec une boîte de 600 DVD. Non, 515. Ouais, il a fait bizarre, mais voyez-vous, les gars, tu sais, puis je pense que Martin, c'est un grand supporter du matériel physique, là, je veux dire, je pense que tu as un gros attachement par rapport à ça, les DVD, puis l'avoir en possession versus, mettons, l'avoir acheté en numérique, mais Exact. mes enfants n'ont jamais autant écouté de films depuis que j'ai acheté mes DVD, mes Blu-ray. Ben, c'est sûr, tu l'as dans les mains, tu le Et là, regardes. les gars, les garçons s'en vont dans la bibliothèque, ils regardent les films, waouh, ça a l'air bon, ben, ils mettent ça. Tu sais, Puis c'est souvent Sur aussi, tu sais, Netflix, c'est un entonnoir aussi de l'avoir en physique, dans le sens où, moi, il n'y a pas plus, j'ai jamais autant perdu de temps que depuis que j'avais accès à tout. Tu sais, tu perds tellement du temps à essayer de savoir qu'est-ce que tu vas écouter. Alors que quand tu es dans la maison, tu as du support physique, ben ça se limite pas mal à ce que tu as comme support physique, tu sais. non, effectivement, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une question de... On dit que tout est accessible avec l'Internet. Ben, je pense que les gens se sont mis dans la mentalité que, puisque tout était accessible, ben, inévitablement, ben, tu sais, je veux dire, ça légitimise le fait que je suis comme un acte illégal. Pareil, tu sais, je sais qu'il y a un flou juridique par rapport à le streaming, là, le streaming illégal, le torrent, bon, ben ça, c'est peut-être un autre truc, là, je veux dire, le fait que tu partages... Ben, dès que le fichier est à l'intérieur de ton ordinateur, ça devient illégal. Sur le streaming, donc, il y a un flou. Là. Il y a un gros flou. Mais tu sais, mais ça, on s'en sortira jamais, mais on va rester à peu près dans le même sujet avec le streaming. Là. On va tomber sur Netflix puis sur Disney. Là. On va juste sauter peut-être un petit peu vite qu'est-ce qui s'est passé avec Daredevil. Et qu'est-ce qui s'enligne là sur le bordel? On va tomber même ici au Canada comme les Américains. On va se ramasser avec 3-4 sites de streaming là, pour qu'on puisse s'abonner. Puis ça va nous coûter 55$ par mois parce que Netflix, ça fait quoi? Il a augmenté de 4-5$ en 3 ans. Là. Ouais, ben déjà, juste en fin de semaine, je pense que ben, c'est vendredi ou jeudi que c'est tombé, une augmentation de quoi, 3$ à peu près, Jean-Michel? Ouais, 3$. Puis c'est ça, je faisais une publication par rapport à ça. Là. Je pense que c'est depuis 2016, il y a eu 3 augmentations à peu près coup pour coup de Netflix, ça, ce qui équivaut à peu près à une augmentation, je pense, à peu près 70%. Ben, Je veux dire, à l'époque, là, on dirait en 2016, je pense qu'on payait une affaire comme 8,99 l'abonnement, mettons, HD. Là, tu peux avoir l'abonnement à une personne de base. C'est, je veux dire, contenu de la qualité, puis de la bibliothèque impressionnante de Netflix. Je veux dire, Mais encore pas cher. On consolide aussi, là, parce que là, on augmente et on essaie d'aller chercher notre financement là, de cette façon-là. On voit arriver Disney dans le rétroviseur. Là. Oui, effectivement. Non, ça c'est clair, net et précis, à mon avis, que c'est une augmentation qui est en réaction un peu avec, je dirais, avec l'avènement de Disney. Ça, c'est inévitablement relié. Netflix a fait des énormes investissements dans les dernières années, puis là, écoute, ils viennent de s'endetter, je pense que c'est d'1 milliard pour aller acheter la bibliothèque d'un écrivain. Monsieur Dahl, là, Charlie la chocolaterie. Bon, Charlie la chocolaterie, Mathilda, des trucs de même. Là. Tu sais, 1 milliard là, pour aller chercher du contenu soi-disant original, mais qui n'est pas le tien. Tu sais, quand même, je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Fait que, Netflix, ils n'ont pas le choix. Là. Ils n'ont pas le choix d'augmenter les tarifs. Puis, je veux dire, le meilleur timing pour l'augmenter, le tarif, c'est présentement. Parce que, je veux dire, personne n'en parle. Tout le monde pense parce qu'on en parle. Puis, tu sais, je veux dire, t'augmentes pas de 3$ un mois avant que Disney ouvre son service. Oui, puis c'est ça. On est à 8 mois possiblement d'un Disney qui commence tranquillement pas vite. Amazon Prime, tranquillement pas vite, ça rentre. Ben, Lord of the Rings va finir par sortir sur Amazon Prime. La production n'est pas encore commencée. La plus Ah, grosse boy. sortie d'Amazon Prime qu'on attend, c'est Good Omen après les fêtes. Et ça va être de la bombe. Ouais.
Ah, je connais pas, là. Vous voyez mes yeux, là, dans Toi, le... tu connais rien de Neil Gaiman. Bon, c'est beau, c'est de ma faute encore. Ben, c'est pas de ta faute, c'est juste un truc que t'as pas lu, que t'as Non. pas connu. Mais tu sais, juste par rapport à l'adaptation d'American God que je vais parler plus tard, de Neil Gaiman, qui est vraiment génial, Good Omen, là, ça, c'est quelque chose qui est hyper attendu par une autre type de communauté gay et surtout tous les lecteurs de Neil Gaiman. On va voir qu'est-ce que ça va donner comme adaptation. Donc, t'as ça pour Amazon Prime. Puis pour Disney, ben, je pense que leur catalogue est assez bien connu. On n'aura pas de misère ben, là. Non, je pense pas. Écoute, au nombre de franchises qu'ils ont déjà, je pense qu'ils vont pouvoir faire... Puis, ils sans vont pouvoir compter, surfer sur leur popularité puis sur, je veux dire, les franchises qu'ils ont pendant... puis je pense qu'ils ramassent Hulu ça en même temps, d'une certaine façon, avec l'achat de Fox. Oui, ils ramassent ça en même temps. Là. Il y a une patente là-dedans. Une patente là-dedans, puis ça va être très gros, le Disney qui va arriver. Mais aussi, c'est parce que Netflix, là, en ayant perdu toute leur série Marvel, ils ont leur House of Cards qui a fini, ils ont mis fin à leur Orange is the New Black. C'est que leur gros canon Netflix commence à finir. C'est qu'ils n'ont pas le choix de se renouveler parce que... Tu sais, ils ont été chanceux que Sabrina pogne, justement, dernièrement. Ouais, oui, mais il y a Stranger Things qui a été finalement confirmé plus que pour une 3e saison. Là, on s'attend là, à vouloir presser le citron. Que le jour où les enfants vont devenir des adultes, ça n'aura plus le même charme, là, on s'entend. Là. Surtout s'ils font une saison utilisatrice. Ouais, c'est comme... Qui dit On fait ça comme un watatata avec les jeunes, qui, c'est ça, je veux dire, les acteurs vieillissent, mais les jeunes restent ils ont la même âge pareil. Mais c'est parce que 1987, là, mettons que tu fais ça en 87 là, pour le fun, là, ça a quand même juste 12 mois, là. Tu pourras pas faire 8 saisons en 87. Là. Maintenant, il va falloir que tu avances dans le temps. Là. Fait que ça va perdre un peu de son charme. Il y a ça là, dans l'histoire aussi qu'il va falloir en prendre en compte. Hey, Jean-Michel, peut-être avant de te laisser, ça ressemble à quoi? Parce que là, évidemment, on n'a pas les chiffres du mois de décembre, mais actuellement, le top 5, le top 10, ça a l'air de quoi cette année? Est-ce que c'est encore une domination de... On va encore parler de Disney. C'est encore une domination de cette de la petite souris aux grosses oreilles? Toujours. Ben, non seulement, je veux dire, c'est une domination de la petite souris, mais je veux dire, c'est une domination encore... je veux dire, si on prend le top 10, c'est une domination des films de super-héros. Donc, c'est pas fini, ça, là. Non, c'est pas fini. Puis, je veux dire, tu sais, moi, je trouve ça tout le temps drôle, un petit peu, les gens qui crachent sur les films de super-héros, tu sais, en pensant qu'il y a juste ça présentement. Tu sais, tantôt, on parlait que juste le box-office stagne, tu sais. Je veux dire, on est d'une période où ce que le box-office va stagner, donc inévitablement les studios vont se répercuter ou vont s'en aller dans les valeurs sûres. Dans les valeurs sûres. Exactement, c'est les films à grosse production, c'est les films de super-héros. Oui, mais tu sais, Jean-Michel, c'est normal. Je veux dire, le public n'est pas au rendez-vous. Il est au rendez-vous quand c'est des gros noms. Fait que le producteur, quand il t'arrive avec une histoire originale, t'as pas le goût de risquer ton argent là-dedans. Si on t'arrive avec Iron Man 8, rencontre Hulk 22, c'est sûr que tu vas mettre ton argent là-dedans. Là. Alors, effectivement, je veux dire, le cinéma, c'est un divertissement, c'est un art, mais à gros budget, donc, inévitablement, je veux dire, t'es pas un artiste qui peint une peinture, puis qui, je veux dire, un équipement minimaliste. Quand tu fais du cinéma, ben, t'investis des millions, fait qu'inévitablement, les producteurs qui veulent faire de l'argent. Écoute, j'ai dérivé un petit peu, là, mais si on parle vraiment du box-office mondial, inévitablement, je veux dire, on a Avengers qui est en première position, là, qui a explosé le box-office. Il y a le gars de l'infini, il peut bien. Là. Ouais, il a les gems, il les a, puis écoute... il les a utilisés. Ouais, il les a utilisés, puis il y en a encore une coupe dans sa poche. Sinon, ben on a Black Panther, qui est, à mon avis, c'est la grosse surprise de cette année. Je parle en termes de box-office, je parle en termes de performance. Il n'y a jamais, puis moi également, jamais j'aurais cru qu'un film comme Black Panther aurait pu faire quelque chose à l'entour de 1,3 milliard. C'est un phénomène, surtout en Amérique du Nord, c'est assez incroyable. Je veux dire, le film a battu Infinity War en Amérique du Nord. Ah, wow! Mais c'est devenu un phénomène social, je pense, Black Panther, là, avec tous les messages qu'il y avait à l'intérieur du film, puis aussi la façon dont on a produit le film. Effectivement, puis Martin, tu as mis le doigt sur ce que moi, je prêche un peu pour les prochaines années, c'est pour les phénomènes sociaux. Tu sais, on parle de, c'est ça, Black Panther, qui a vraiment rallié, je veux dire, les Afro-Américains, ça leur a extrêmement parlé, les gens se sont déplacés, on parle de Wonder Woman, tu sais, je veux dire, ça a parlé aux femmes, inévitablement. Fait que je pense que aller dans des avenues qui sont un petit peu plus champ gauche, qui vont aller parler à des communautés ethniques, je veux dire, avoir des personnages qui sont gays, lesbiennes, whatever, je pense que d'amener une certaine diversité dans ce qu'il y a déjà, inévitablement, je pense que pour les studios, c'est payant. Ouais, là, tu es en train de choquer Gilles, 55 ans, homme blanc, là.
Ouais, mais tantôt, t'as dit Lui, ils sont pas de chez eux, pas grave, ils gaspillent pas d'argent. Ben, c'est ça, ils vont pas au cinéma pareil. Lui, il attend sur HDS, mais HDS, il est fermé. Avec sa grosse série et sa cigarette, là, puis lui, ils sont pas de chez eux. Ouais, c'est ça. Fait que Non, lui, il est pas c'est payant, ça. là. Attends ça que ça sorte en cassette. Là. Mais non, c'est ça. C'est une domination des films de super-héros. Puis, écoute, ceux-là qui aiment pas ce genre-là, ben. Ouais. Puis on regarde l'année prochaine, puis ça va être une domination de la souris. C'est fou raide, là. C'est même pas... Ça sera même pas... Ça sera même pas drôle, en fait, là. Non. Puis, j'ai eu une prise de conscience, là, quand la bande-annonce, le teaser du remake de Roi Lion est sorti la semaine passée. Je me suis dit, je vais aller voir un petit peu c'est quoi ce qui s'en vient pour Disney en 2019, là. C'est incroyable. Je suis tombé en bas de ma chaise, les gars. C'est débile ce qui s'en vient. C'est clair, net et précis. Là, cette année, là, en 2018, c'est 27% de part de marché Disney. Comparativement aux autres studios. Le deuxième plus proche, j'ai les chiffres devant moi, c'est 15% le deuxième. Mais l'année prochaine, ils vont frôler le 35% en montant avec leur line-up. C'est impossible qu'ils tombent en bas de ça. Là. Le Roi Lion puis Infinity War 2, là, rien que ces deux-là ensemble, ça va tout exploser. Regarde, le slate de Disney, c'est ça. T'as le Roi Lion. Là, on parle juste là, des remakes live-action. T'as le Roi Lion, t'as Dumbo, puis t'as Aladdin. C'est pas les trois pires, là. Ouais, puis en plus, là, ils sont en train de signer Tom Hanks pour jouer Geppetto dans Pinocchio là, dans 2 ans. Ça fait que... il y a une belle filiale, là. Non, puis je veux dire, au niveau des réalisateurs, c'est pas des tout nus. Là. Je veux dire, Dumbo, t'as Tim Burton. Je veux dire, il y a déjà C'est l'aide de noblesse. Ouais, c'est l'aide de noblesse, puis je veux dire, il y a sa fanbase. Si je me rappelle bien, Aladdin, c'est Guy Ritchie. Oui. Puis le Roi Lion, c'est Jon Favreau. C'est Favreau. Jon Favreau, c'est un habitué. Ouais, Disney, ce qu'il a fait avec le livre de la jungle, là, je pense qu'on peut avoir des attentes. Non, écoute, les attentes sont hautes. Sinon, si on va au niveau des films d'animation, Toy Story 4. Wow, c'est gros, ça, là. Après ça, quel autre film qui a... voyons, comment Frozen 2. Ouais, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Sinon, on oublie, je pense, le deuxième plus gros, c'est Star Wars épisode 9. Veux pas, ils ont beau, on peut reparler du backlash qu'il y a eu sur l'épisode 8, n'empêche que les gens vont se pointer pareil pour l'épisode 9, là. Sauf Alan, ouais. Alan ne veut pas y aller. Sauf Alan qui nous a dit qu'il faudrait qu'on gâche 50$ qu'il ira pas. Bon, mais l'affaire, c'est qu'Alan, il est dans un podcast qui analyse les films qui sortent, mais il ira pas. Ah ouais, hein? Je vais lire le roman, OK? Je vais rester dans mes romans. Reste dans le roman si tu veux. Alan, il ira pas. Il va y aller une fois. Une deuxième fois. Il va acheter le Blu-ray. Puis après ça, il va acheter le Steelbook. Mon Steelbook de l'âge Jedi, il n'est pas encore déballé. Hein? T'es terrible. Mais le 45$, il est rendu chez Disney. Mais c'est pas grave. Là. Je sais que si eBay, je peux la revendre 100$. Je peux encore faire de l'argent, je pense. C'est ça, tu vas le vendre sur eBay, c'est ça. Puis nous autres, on a tout pour main, tu sais. Oui, c'est ça. Mais non, écoute, ils ont un line-up extraordinaire. Écoute, Jean-Michel, on va attendre aussi les bandes annonces cette semaine. T'as celle d'Avengers qui, écoute, doit être sur le bord de tomber éventuellement. Là. Puis t'as Captain Marvel qui se paye une deuxième bande annonce. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre cette semaine. Non, effectivement. Puis regarde, tu viens de le rajouter Captain Marvel qu'on n'avait pas rajouté au line-up. Ça va être fou raide l'an prochain. C'est fou. Là. L'année prochaine, je pense que les parts de marché de Disney, ça va exploser. Puis là, je sais pas, la simulation de Fox, ça arrive quand est-ce, là, mais juste là, mettons, on prend l'addition présentement, là, 27% de part de marché plus 10% à peu près Fox. On est à 37% de part de marché. Oui, parce que je pense que Fox, ça tombe officiellement dans le coin du mois de juin, là, le temps qu'ils sortent leurs films qui ont tourné là, jusqu'à Dark Phoenix, puis après, ça tombe officiellement. Oui, parce que moi, je peux vous parler de transition. Là, j'en ai vécu une cette semaine. Là, puis je pense que Pat, tu peux nous parler de transition aussi. Là. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, puis les dates ne sont pas toujours respectées non plus. Des fois, on trouve des cadeaux hein, dans les acquisitions. On l'a vu un peu avec Fox. Là, je veux dire, le slate qu'il y avait de super-héros, là, Dark Phoenix, puis New Mutant, là, je pense qu'il y a eu des problématiques au niveau de la production, là, mais bon, je pense X-Force, je pense qu'il est officiellement mort. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on peut l'oublier, à moins qu'il ressuscite à un moment donné. D'ailleurs, lequel? X-Force, celui qu'il voulait faire avec... oui, je pense que... D'ailleurs, comment t'as trouvé ça, l'espèce de sortie un peu gnochonne de Deadpool pour cet hiver? Je l'ai pas compris, ce bout-là, moi. Comment je trouve ça? Je trouve que c'est une belle... Là, ils ont annoncé cette semaine là, que tous les profits qui allaient être faits, ça allait aller une cause. Là. Je pense ouais? Oui. Je savais pas, tu me l'apprends, honnêtement. Moi, je me pose la question depuis le début, pourquoi ils ont fait ça. Là. Écoute, je pense que c'est pour surfer un petit peu sur la popularité du personnage. Puis, c'est une
belle petite manière d'économiser. Ben, je pense que de l'impôt en Fred même temps. Savage avait plus d'argent aussi, ça fait qu'il avait besoin de faire un caméo d'un film. Ouais, c'est parce que- Non, je trouve ça un petit peu... c'est un petit peu spécial, honnêtement. Là. Je sais pas c'est quel public que ça peut attirer, mais tu sais, regarde, effectivement, on parlait du temps des fêtes tantôt. Ça va peut-être effectivement attirer le papa qui a vu qui a vu Deadpool 2, qui a trouvé ça cool, puis il dit, ben regarde, je vais y aller avec mon garçon. À cette heure qui sac plus puis que tout ce qui est intéressant est plus dans le film, moi, y aller avec mon Ouais, c'est garçon. ça. Étant donné qu'on a dénaturé le personnage, ben, Mhm. c'est ça. On va pouvoir y aller avec Fiston, parce que Deadpool, c'est vraiment dans sa nature ou dans les origines du personnage d'être très vulgaire, gore. on va dire ça comme ça. Hey, Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce soir, puis j'espère qu'on va refaire ça une couple de fois dans l'année, Ben, assurément. certainement pour les Oscars, surtout avec son pool qu'il lance à toutes les années. Effectivement. Ah oui, c'est un rendez-vous, là, ça. Les Oscars avec toi, là, ça serait assez cool de si faire tu- une émission. Si tu acceptes cette carte chouchou des injustes, ben, tu seras notre invité pour les Oscars, c'est sûr et certain. Ah, ça va faire plaisir, les boys. Ça a vraiment été un plaisir. Vous êtes tous des chic types. Puis, je suis un fan, personnellement. Là. Ah, Je ben, l'écoute c'est tout le parfait. temps, fait que- Puis on va inviter les injustes, évidemment, à s'abonner à ta page. Moi, j'adore ça. D'abord, vous êtes rapide sur le piton. Les actualités sont relayées quand même assez rapidement. Il y a toujours de bons sujets, des bons débats. Donc, les gens, c'est la Ouais, passion ça du dépend, film. là. Il y a Jesse qui jase, par rapport de ça, je suis pas sûr qu'il y ait pas personne qui en parle, là, mais... mais il est rendu deuxième, Jesse. Là. Quand Il a même. perdu- Il a perdu des plumes, mais non, écoutez, c'est un plaisir. Puis c'est ça, si les gens veulent s'abonner, là... Ils sont passion les du bienvenus. Ouais, ils sont toujours les bienvenus. Puis vous êtes les bienvenus, vous autres aussi. Là. Je vous vois tout Parfait. ça passer un petit peu sur le groupe. Fait que c'est toujours très cool de jaser avec vous autres. Hey, Jean-Michel Goyette, merci beaucoup. Merci. Merci les gars, bon épisode. Salut. Salut. Salut, bye. Jean-Michel Goyette, qui est l'administrateur et le créateur de la page La Passion du film. Honnêtement, c'est une bonne page. Allez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, mais je pense qu'on a pas mal de petits vases communicants, je pense, entre les deux. Là. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, c'est une page qui est le fun parce que ça va parler plus justement de films indépendants qui vont s'enligner vers les Oscars que souvent de blockbusters. C'est que Moi, je te dirais que tu retrouves de tout. Tu Là. retrouves de tout, mais tu sais, puis le monde connaît leur réalisateur puis ils connaissent leurs films. C'est que c'est le fun, c'est que tu peux trouver des films que tu n'aurais jamais pensé écouter juste en checkant le fil du passé. Exactement. Puis les gens, ils vont de leur critique personnelle, les gens, ils vont de leur découverte. Puis c'est toujours intéressant. Puis il y a une belle communauté, je pense. C'est quand même dans le respect. Là. Bon, j'ai vu quelques accrochages une fois de temps en temps, mais qui n'a pas d'accrochage sur Internet? Levez la main. Bon, ben c'est ça. Il y en a toujours. Allez, on va continuer notre podcast. On a parlé un peu du trailer d'Avengers 4. Ça va sortir bientôt. En fait, ça devrait être normalement cette semaine. Moi, je pensais qu'on allait l'avoir avant le podcast de ce soir. Ça me donnait du jus. J'étais content. Malheureusement, on va devoir attendre. C'est quoi vos attentes pour ce trailer-là? Ben, je pense que les seules attentes qu'on peut avoir, là, c'est si on va avoir les réponses sur ce qu'on pensait. Tu sais, quand on a parlé que Winter Soldier, qu'il est mort, il retournait avec ses anciens costumes, c'est voir les clins d'œil qu'il va avoir sur... Le film il est supposé de se passer sur plusieurs périodes de temps. Puis surtout avec le quantique, avec Ant-Man qui est pogné là-dedans, c'est avoir la confirmation que le film va peut-être se passer sur 3 décennies. Ce serait intéressant. Pat, toutes tes attentes pour ce trailer-là? Je le sais pas. Tu le sais Vraiment, là, sérieusement, là, je vais attendre de le voir, là, puis c'est d'attitude, là. Regarde, moi, je verrais même pas de bande-annonce, ça me dérangerait pas. Mais moi, je suis un peu comme toi. Vous savez que je suis pas un type bande-annonce. Ben, moi, j'aime beaucoup les bandes-annonces. Puis dans les années 90-2000, j'étais un très, très fervent de bandes-annonces. Moi, avant, j'étais assidu. C'était fou. Mais là, maintenant, là, écoute, garde. Je l'ai passé au ralenti, là. Le monde vire tellement fou, le monde fait tellement tu sais, ah oui, mais là, tu sais, je pense que ça va être ça. Hey, garde, là. Mais en même temps, On va Disney... attendre de voir le film, on verra bien. Et ça, ce que j'aime, c'est que Disney nous ont habitués à mentir dans leurs bandes-annonces. Ah oui. Ils mentent dans leurs bandes-annonces. Rappelez-vous celle d'Infinity War, où les gemmes étaient enlevées, où Hulk faisait son apparition. On nous a menti dans ces bandes-annonces-là. Ben, de toute façon, c'est juste être brillant parce qu'il y a tellement de bandes annonces qui ont scrappé des films en montrant tout. Tu sais, c'est comme. J'ai encore une petite aversion en attendant Aquaman à cause de la bande annonce de 6 minutes qui est sortie. C'était-tu long, Tu sais, ça? que j'ai arrêté après 3 minutes parce que le bout dans le temple, dans le désert, expliquait tellement l'histoire. C'était tellement un gros bout important du film que j'ai fait. C'est parce que là, vous êtes aussi bien de me le OK, montrer. je suis arrivé au cinéma puis je vais voir ce bout-là de 4 minutes intégrales que j'ai vu. Là, hein, je vais en profiter pour aller aux toilettes. Là, Ben, ça va finalement. ressembler un peu à ça, mais rappelle-toi, dans les années 90, la bande-annonce de Terminator 2 qui nous avait gâché le punch, que le Terminator était gentil. Ben, non. Encore pire, John Connor dans Terminator Genesis. Ah, ça, c'était terrible, ça. Ça, c'était ridicule. Deux en deux. Il y avait un seul punch dans ce film plate-là, C'était John Connor qui est le méchant. puis ils l'ont spoilé dans la bande-annonce. Mais je te dirais que ça fait moins mal au cœur vu que c'était un film poche, mais dans Terminator 2, je me souviens que j'avais fait comme, ben voyons. Puis surtout que quand tu écoutes le film, il est monté de façon à ce que tu penses qu'il est méchant.
jusqu'à ce qu'ils tendent la main ou presque au flot, là. Tu sais, le film est monté pour te laisser croire que les deux sont méchants, là. Autant le policier qui est le T-1000 que le T-800. Ça devient une espèce de punch, finalement, qui a été envoyé par John Connor. Et dans bande-annonce, il nous avait garoché ça en pleine face. J'avais fait comme, ben voyons donc. C'est peut-être Schwarzenegger qui l'avait demandé aussi. Ah, peut-être, là. Mais c'est drôle, mais moi, ça m'avait pas dérangé, ça. Je m'en fous complètement de ce bout-là. Là. Non, Tu sais, ouais. parce que c'est tellement évident, puis en plus, c'est dans un très court laps de temps dans le film que tu vois qu'il est envoyé pour aider, là, à quelque part. Donc, je Quel pense chef-d'œuvre, pas... d'ailleurs. Oui, c'était vraiment génial. Puis Quel écoute, chef-d'œuvre. j'ai que de bons souvenirs à cause de ce film-là. Ah, Terminator 2, là, il s'en fera plus des Inquiétez-vous deuxièmes pas, comme James ça. Cameron revient avec 4 films bientôt, là, Avatar 2, 3, 4, 5. Ah, ça fait 10 ans qu'il nous dit ça, là. Hey, Hey, veux pas, là. il a fini de tourner 2, 3, 4, là. Ah ouais? Il les a clenchés one shot. Ah ouais? Puis pas d'image qui est ressortie de ça, puis personne n'a eu de vent de ça. Il a dû filmer du monde avec des mots-caps d'en face, ça fait que ça ne Ouais, peut pas c'est trop sûr sortir que d'image de ça. là. C'est sûr que c'est moins évident, parce que je me souviens qu'il y a une époque, dans les années 90, quand les films étaient en train de se faire filmer, on envoyait des images, là. On envoyait des Ben, trucs. c'est là. rendu un petit peu plus discret parce que il y a tellement de leaks partout sur Internet. À Ben là, il y a cette le heure, Joker de Joaquin Phoenix, hein, que je vois passer beaucoup de choses, puis que je me dis, mais là, arrêtez, là, parce on va finir par voir le film, là. Ils ont sorti une séquence de 2 minutes à un moment donné où ce qui se fait Ben, tu courir le vois après courir dans dans la la ville. rue en garbadant. Là, tu le vois bien trop bien. Là. Tu vois le costume, tu vois tout. C'est un peu trop pour moi. J'aurais aimé qu'on garde un... Mais DC a besoin d'attention. Je pense que DC a effectivement besoin d'attention. Parlant de DC, notre chum Sean Murphy, t'as relayé quelque chose sur notre page Facebook concernant Sean Oui, Murphy. son petite entrevue qu'il a faite d'une couple de minutes en parlant de White Knight Volume 2, White Knight Volume 3 et White Knight Beyond. Hey, ça va-tu être bon, ça? Le gars, il a des idées, là. Donnez-y tout de suite un crayon, puis donnez-y tout de suite du papier. Il y a des idées, là. Ouais, c'est incroyable. Il qu'en amenant son Azrael, puis possiblement qu'il a presque confirmé que Jason Todd allait revenir dans le volume 2, parce qu'on on peut spoiler, je pense, au White Knight. Jason Todd, il est pas mort tué par le Joker. Le Non. Joker s'est rendu compte que Jason Todd était traumatisé de Batman, il était écœuré, puis il a fait « Man, c'est sûr, crisser ton cas, je te laisse ta chance, j'ouvre la porte, puis votre temps ne revient plus jamais. » Exact. Ça fait qu'on sait qu'il y a un Jason Todd qui existe, qui a du foutu ressentiment envers Bruce Wayne, Ah, ça va être qui bon. va là. revenir, puis il a commencé à parler aussi du look de la Batmobile, puis aussi qu'il voulait s'en aller. Il dit Batman est rendu très vieux. Puis si vous voyez, là, je l'enligne sur du Batman Beyond. Si tu checkes la Batmobile C'est vers de là qu'il s'en One va. Night, c'est presque la Batmobile de Batman Beyond. Puis il fait comme, si vous voyez ça, là, ça explique presque le côté gothique de Gotham par rapport au futuriste, toute l'allure futuristique de Batman Beyond, puis toute la technologie qu'il y a. Le gars, il a un plan là, sur 10 ans pour Batman One Night. Ah, ça peut toffer très, très longtemps. Puis honnêtement, c'est un amoureux du Batman des 90s, là, du Batman des années 90. Ben, il a fait un Q&A aujourd'hui sur Twitter encore, parce qu'au moins une fois par semaine ou 2 semaines, il fait un 20 minutes que se pose les questions dessus, puis il répond, là. Hein? Puis il y a quelqu'un qui a demandé s'ils font jamais une animation, là, justement, de The One Night, c'est qui tu veux qu'il fasse les voix de tes personnages? Il a fait, ben, tout le casting original de The Animated Series, là. Personne d'autre peut faire mes Batman, puis mon Joker. Ben, c'est clair. C'est clair. Puis cette série-là est tellement bonne. C'est tellement bon, cette série-là. C'est fou raide. J'ai vu le coffret Blu-ray, là, puis j'ai passé proche de le pogner. Là. Mais je les ai déjà tout en DVD, là, mais failli le pogner. Tu l'as pas commandé? Non, je l'ai pas commandé. Je le trouvais cher. Je le trouvais cher pour quelque chose que j'avais déjà. Puis comme il y a beaucoup d'omnibus qui sortent dans la prochaine année, je pense qu'on en a parlé dans un podcast précédent. Là. T'as quoi? T'as Blackest Night qui s'en vient. Ben, t'as, ça, c'est au mois de juin. t'as Ben, Wonder Woman. Il y a Aquaman à mi-décembre. Oui, t'as Aquaman mi-décembre. Après les fêtes, je vais avoir un Absolute de Flashpoint Paradox, mais Oui. c'est un Absolute, ça, c'est pas... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. T'as Hush. Ben, Hush, je le ramasserai pas. Il est Moi bien non trop plus. cher pour Ah, la marque qu'il y a dedans. il est là. très, très T'sais, cher. tant qu'à payer ça, là, j'achèterais l'Absolute de Hush. Beaucoup Ouais. plus intéressant parce que l'art de Jim Lee en gros volume, c'est beaucoup C'est mieux. beaucoup mieux. Au mois d'avril, au mois de mars, qu'on a Gemini. Février, t'as Wonder Woman par Phil Jimenez. Au mois de juin, justement, c'est le Blackest Night. Ça Exact. va être ridicule. Ça va C'est être fou 1700 raide. pages. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça coûte quoi, 200$? piastres? Non, il est à 150. C'est fou raide, là. Ça, c'est très... Ben, 150 pour 1700 pages. Oh, non, c'est un bon deal. C'est juste qu'il faut que tu le fournisses là, là. Ben, Faut sur le mois de que tu- juin, c'est quand même dans longtemps. là. Oh, oui, c'est dans longtemps. Ça va te donner le temps de justement accumuler un peu d'argent. Mais tu sais, il y a beaucoup d'omnibus qui sortent. Puis comme je privilégie maintenant cette forme-là, que je trouve géniale, ben tu sais, il y a des choix que je fais. Là, tu sais. Puis le support DVD, Blu-ray, pour ce que je gagne, là, je sais qu'ils ont fait une belle job de retaper la série au grand complet. Mais je pense pas que, tu sais... Je t'ai prêté au pire, là. Au Si tu vois plus la des pires, là, différence. si je là. veux. Effectivement, mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Hey, on serait déjà rendu à nos poisons. J'ai le goût de commencer avec Pat.
Parce que je t'entends pas depuis tantôt. Puis, Peut-être que j'ai moins à dire aujourd'hui. Ça arrive des peut-être, fois. ça arrive, mais j'ai le goût d'entendre ta belle voix suave. Ah, ma belle voix suave. Ah, j'aime ça. Ça me fait du bien. Oui, effectivement, faites-moi pas tousser. Non, on te fera pas J'en ai 2, moi, des poisons. Ben, vas-y donc. Attends une petite minute, là, je vais juste... Pendant que tu ouvres tes poisons, je vais faire une petite musique d'ambiance. Que t'es petit dans ça. On est en direct. Hein? OK. Premier poison, ça va être Le Mage de bataille, un roman de fantasy qui est sorti chez Albin Michel Imaginaire, par l'auteur Peter A. Flannery. C'est vachement bon. Je viens juste de le commencer, là, mais le style est là. Merci. Le style est là, la qualité est intéressante, puis on retrouve c'est pas compliqué, là, on retrouve les paramètres faciles des bonnes sagas de fantasy. Oui, Parce que je connais pas ça. C'est quoi? C'est une nouvelle série? c'est une nouvelle collection qu'Albin Michel vient de sortir. J'en avais parlé dans un podcast précédent qu'il y avait plusieurs titres qui s'en venaient, puis que ça avait accroché là, avec Neil Stevenson avec Anathème, qui est un récit de science-fiction sur comment une équation mathématique change une société. Ils ont plein... L'affaire, c'est qu'ils débordent tout le temps un peu d'un sujet conventionnel. C'est-à-dire que ça, c'est quand même... Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, un gars qui est chétif, qui est un peu malade, que son père a été maudit parce que lui était un ancien mage de bataille qui est viré fou en devenant aussi obscur que son dragon qui est devenu noir. Puis il a tué plein de monde. Donc là, lui, il est mort, Et là, le fils va peut-être prendre les traces de son père, mais est-ce que la même possibilité de malédiction plane sur lui? Est-ce qu'il est capable d'entrer en contact avec un dragon? Est-ce qu'il est capable de devenir le héros qui va se dresser devant l'armée de zombies qui s'en vient? Ça, c'est plusieurs tomes? Ou... Ça, à date, ça va être... pour l'instant, il me semble que j'ai vu passer deux tomes. OK. C'est un auteur que je connaissais pas, que j'avais pas vu encore en français. OK. Et que j'aime bien son style. J'aime bien le format et l'idée aussi que ça se lit Michel, bien, dans le fond? Ça se lit bien. C'est le fun qu'Albin Michel a sorti ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont aussi. Là. Il y a d'autres titres qui s'en viennent. Il y en a un autre qui est sorti, là, American Elsewhere, où une femme policière s'en va dans une espèce de petite bourgade où tout semble louche et obscur. Okay. Donc ça a l'air assez cool aussi. Je pense que en ce moment, tu sais, des fois on parle de niche, là, qu'il y a des périodes. Albin Michel a joué d'audace en sortant des nouveautés de fantasy ou de science-fiction en plein mois de décembre. Ça se fait pas dans le milieu. OK. C'est très rare. Des fois, on a des gros blockbusters comme le dernier de George R. Martin qui est sorti cette semaine en anglais, qui est un prélude à Game of Thrones 300 ans avant, qui vaut le coup d'œil apparemment. Ouais, je sais. Ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un beau cadeau de Noël, c'est un beau cadeau de Noël pour se mettre quelque chose sous la dent avant d'attendre si un jour il va survivre puis il va être capable de faire un 6e. Parce que là, on sait déjà que la série et les livres ne finiront pas de la même façon. Non, c'est impossible parce que de toute façon, on ne sait pas s'il est assez en santé pour finir le 6e. Bon, tu sais, nous autres, on a déjà eu plusieurs années entre 2 tomes, donc les gens capotent parce qu'ils attendent encore. C'est sûr. Moi, il n'y a rien là. Je pense qu'il y a déjà eu 5 ans entre 2 tomes. Et tabouère, c'était pas beaucoup, ça me semble, 5 ans, 2 tomes. Il y a déjà eu pire. Donc, à ce niveau-là, tu sais, s'il y a des créneaux, il y a Anne Robillard qui sort ça des fois, là, des nouveautés. Son dernier Chevalier d'Antares vient d'arriver. Mais en même temps, on parlait, vous parliez tantôt, là, côté cinéma, janvier, là, des fois, c'est un creux. Un creux mort. Mais janvier, février, c'est là où les éditeurs de science-fiction puis de fantasy disent on n'a plus à se battre contre le best-seller, contre plein d'affaires. Fait que nous autres, on sort un paquet de trucs. Fait que des fois, on voit arriver plein d'affaires surprenantes. On voit arriver des gros auteurs qu'on n'attendait pas qui sortent des trucs. Donc, c'est une belle période pour les lecteurs. Puis mon deuxième poison, je continue de parler vas-y parce donc. que tu vas entendre ma voix suave. Oui, j'adore ta voix. Mon deuxième poison, écoute, je viens de découvrir avec ma blonde la première saison d'American God de Neil Gaiman, justement. Et c'est crissement bon. C'est où, ça? C'était du HBO Star. Oui, c'est du HBO. Puis là, on a la possibilité de l'écouter aussi via, voyons comment ça s'appelle, donc Amazon Prime. OK. Puis nous, on avait aussi
la générosité d'Alan qui m'avait passé sa série. Donc, à ce niveau-là, je vous ferai une comparaison. Là. La facture visuelle, les moments où, de temps en temps, tu as comme une déconstruction un peu temporelle d'un événement pour t'expliquer autre chose, que pourquoi tel dieu est là, pourquoi tel autre est oublié, tout ça. Ça m'a fait penser à une série que je vous avais déjà parlé là, de FX, là, Légion. J'aime le côté un peu fucké d'une série qui t'amène à avoir des flashs visuels. Là. Écoutez, juste Gillian Anderson qui arrive, qui est arrivé en Lucille Ball, qui est arrivé en David Bowie, qui est arrivé en Marilyn Monroe. Elle est hallucinante. Je savais pas qu'elle était là-dedans. C'est parce qu'elle a fait les médias, elle fait un nouveau dieu qui est la culture pop, tout ça. Là. Calvaire que c'est bon. Cool. Fait que ça, c'est disponible en DVD ou sur Amazon Prime. Ouais, exactement. Good. Puis, il n'est pas sur Illico en français? Ben, je sais pas s'il est sur Illico, mais là, ce qui est le problème, c'est que sur la deuxième saison, ils ont des gros problèmes de production parce que Fuller avait sacré son camp. Il y a eu des divergences artistiques sur le tournage des 2 derniers épisodes. Ça fait que tout est en break, puis la deuxième saison peut venir. Puis Madame Anderson, j'en avais déjà parlé que ça m'avait fait chier parce qu'elle avait décidé de sacrer son camp pour la première saison. Mais heureusement, c'est des dieux, ils peuvent changer d'apparence comme ils veulent. Peuvent changer donc, C'est comme le rack dans la Matrice, ça peut changer d'actrice, puis c'est pas grave. Ouais, effectivement, mais le show, justement, le côté délirant que Pat a parlé, c'est un peu pour ça que ça n'avait pas pogné, là, parce que si tu as lu le roman, tu t'embarques là-dedans, tu l'écoutes, tu fais comme, OK, chose que ça va. Si tu n'as jamais écouté, là, c'est tellement délirant, puis c'est tellement du flash que tu fais comme, t'as la bouche ouverte, puis tu comprends pas. Mais moi, j'aime ça. Ouais, ton poison, Alan? Moi, mon poison, il va être plus court que Pat, parce que j'ai trop parlé aujourd'hui. Là, Il s'autodiscipline, ça va bien. Je m'améliore. Oui, tu t'améliores. Sérieusement, oui, quand même. Non, mais tu sais, il faut le dire. Là, après 24 épisodes, on commence à être capable de t'endurer. C'est pas si pire. Ah ouais, c'est le fun. Alors, moi, c'est très simple. J'en avais parlé toute la semaine à peu près. Les BD que je me suis ramassé de Cab, de Caroline Bro, Hiver nucléaire. Oui, que tu t'as mis de côté. Puis t'es pas ce dans ça, hein, que je vois ça. Les prêté. auditeurs peuvent pas y voir. Là, mais Caroline Bro, si le nom vous dit quelque chose, derrière moi, on avait parlé parce que dans l'Esprit du camp, c'est elle qui avait fait les couleurs. Oui, effectivement. Puis là, elle fait juste les couleurs ou elle fait non, tout? Non, elle, c'est sa BD à 100%. Là. OK, c'est toute elle? Effectivement, c'est super basique là, comme histoire. Là. C'est que tu prends... Sur l'île de Montréal, il y a bâti Gentil 3, une 3e centrale nucléaire, mais elle a pété. Okay. Là, ça fait 72 mois qu'ils sont payés d'un hiver nucléaire. C'est que tout ce qu'il fait, c'est neiger sans arrêt sur l'île de Montréal. Puis là-dedans, là, tout le monde est en train de virer un semi-mutant. Là. Ça fait que tu as du monde qui ont 3 bras, 3 yeux ou autre. Les dessins sont super. Tu as des ratons polaires aussi. C'est que c'est des ratons laveurs de 400 livres qui vivent sur le Mont-Royal. On est pas loin de la vérité. Il y a des écureuils à 4 bras et 3 yeux. Ah, ça aussi, ça s'en vient. Non, mais... En tout cas, c'est super drôle, c'est super sympathique. C'est l'histoire d'une petite fille qui fait du courrier, qui fait de la livraison en skidoo. Mm-hmm. Puis, tu sais, il arrive des petites aventures, comme il vient pour aller porter 12 bagels. C'est le premier roman, c'est juste ça, ça allait livrer 12 bagels. Mais il arrive une tonne d'affaires. Puis, tu te rends compte que la petite fille est irradiée aussi, c'est qu'elle, ça ne gèle jamais. Parce que ça devient en colère, elle devient comme Hulk. Elle devient les yeux verts, elle devient super forte, mais son sang bouille, c'est que ça brûle. Mais c'est sympathique, mais c'est le fun, le monde de la bande dessinée qui commence un peu à être effervescent, mais il y a beaucoup de trucs Montréal-centriques, par exemple, hein? Ben, c'est parce que c'est l'effet Stanley. Pourquoi aller ailleurs que tu connais tout le nom des rues? Elle a fait de la livraison en skidoo, là, elle est capable de dire il faut que j'aille au coin de pile, puis pas besoin de se concentrer. Ça relate, c'est super facile. Puis aussi, ou même au niveau de l'humour, c'est tellement basique. Dans le deuxième volume, là, la super méchante est en crise après une fille, là, parce que tout ce qu'elle a fait, elle a hacké son téléphone sur son compte Tweetbook, là, puis elle a mis rien que des photos de gel, de genre de elle moche, puis elle a effacé ses contacts. C'est que c'est devenu son ami juré qu'il fallait qu'elle tue, là, à cause de quoi. C'est simpliste, mais super efficace. Puis le 3e tome sort cette semaine, je me trompe pas, ou la semaine prochaine. C'est que j'ai vraiment hâte. Cette semaine, t'as pas l'air sûr? Peut-être, pas sûr. Ouais, mais en tout cas, c'est début décembre, c'est sûr et certain, là, normalement. Là. Mais non, c'est un plus à lire, sérieusement. C'est de la petite BD fort sympathique. Ça faisait combien de temps que les deux autres étaient sortis? Le deuxième 2016, le premier 2014, OK, fait que ça fait un petit... crime, c'est des bons espaces, pareil, entre chacun des tomes, là. Ouais, mais quand tu travailles tout seul sur un projet, ça peut être... En sortir un, puis des fois, se motiver pour en écrire un deuxième, c'est pas toujours ce qui est plus facile. C'est évident. Puis, regarde, tu vois, je parlais à l'ami Jake cette semaine, puis tu sais, il est en temps plein sur Alice, là, puis regarde... 200 pages de BD, c'est du sport. Ça va être du sport, puis je suis pas sûr, moi, qu'on va arriver à la date prévue, si on est peut-être un mois après,
peut-être 2 mois après. C'est de l'ouvrage, veux pas, là, mais tu sais, je parlais... Je restais toujours surpris aussi de la qualité de la BD québécoise. Comme les petits volumes, ça, sont pas à couverture rigide, mais tu sais, le papier, là, Mais là, son format américain, là. Ouais. Sauf que le papier serré qui est à l'intérieur, là, c'est tellement de la qualité. C'est du papier qui est épais. Tu sais que dans 10 ans, ta BD va être encore belle. Oui, puis sérieusement, moi j'adore ce format-là. J'aime mieux ça que le cartonné, honnêtement. Je préfère le format américain TP, un peu comme ça, là, couverture un peu plus molle. Là. J'aime ça. Sérieusement, elles sont belles, les bandes dessinées. Elles sont vraiment belles. Puis ça vient du Québec. Sont-tu bien dispendieuses, Pat? Ou, C'est quoi? C'est 22$ de la BD pour Quand 80 même. pages. Bon, C'est pas si pire que ça. C'est correct. Ben, c'est dans le prix américain. Là. Ouais, moi, je conseille à dire, la BD américaine, là, qui est brochée avec 3000 publicités dedans, tu payes 5$ pour 22 pages. Ouais, effectivement. Pat? Puis en même temps, ça, je le dis tout souvent, puis bon, des fois, j'ai des grandes faces de clients qui me regardent de travers. Pourquoi tu te questionnes sur le prix d'un livre? Oh, parce que des fois, t'as l'impression que tu te fais enfiroir. Ben, OK, regarde, si t'as un maudit essai québécois poche là, qui Ouais. va te parler là, de « Ah, bon sang, il complote dans notre dos depuis 10 ans puis qui te le vend 52$. » OK, peut-être. Puis, tu sais, à quelque part, tu sais, ça, là, écoute, ça fait vivre une illustratrice, une créatrice, un dessinateur, tout ça. Puis, moi, là... c'est la dernière affaire que je regarde. L'autre jour, là, je m'étais mis de côté un paquet de livres. Je suis arrivé en avant, j'ai fait ma facture, tout ça. Puis c'est après que j'ai su combien coûtaient les livres, parce que je le regarde pas, ça. OK. Moi, c'est pas un réflexe pour moi. Je calcule pas le prix en fonction du nombre de pages. Moi, ça m'importe peu. Donc, message à Cab, si elle nous écoute, tu pourrais vendre tes livres à Pat 500$ chaque. Il va les acheter. Il va se faire un plaisir de les acheter sans problème. Au moins, écrive à même merci dedans. Là. Au moins, là. minimum. Fait que là, si je comprends bien, ça, c'est les bandes dessinées qu'il va falloir ramener au Comic-Con si jamais elle est là cet été? Possiblement, là. Ben, tu sais, juste pour vous faire chier, moi, elle a signé quand même mes 2 esprits de cœur. Bon, OK, je vais y aller avec mon poison à moi, puis je vais être plate parce que vous avez parlé de de beaux trucs. Moi, je vais revenir dans le mainstream. Bon, je vais vous parler de Throne of Atlantis parce que Aquaman sort le 21 décembre. On sait que cette bande dessinée-là, dans le New 52, c'est, sans dire que ça a été largement inspiré, on va prendre probablement plusieurs trucs à l'intérieur. Je l'ai lu cette semaine. Je l'ai lu dans le format Justice League, donc dans les volumes de Justice League, parce que je sais qu'il sera dans le omnibus de Aquaman qui sort en décembre. Ouais, le omnibus de Geoff Jones qui sort au mois de décembre. Pat, ils ont sorti, je pense, une espèce d'hors-série pour avoir l'histoire, probablement pour ceux qui veulent justement se la procurer. Oui, là. effectivement. Ben, il est facile à trouver en librairie, puis en plus, c'est un 6 numéros, puis je pense qu'ils le vendent 13 ou 14$. Exactement. Ça coûte rien. Là. Moi, je l'ai pogné dans le cadre de Justice League parce que je suis en train de monter Ou la sinon, Justice League. Netflix, le dessin animé, il est là. Le dessin animé est là, mais le dessin animé est pas mal moins bon que la bande dessinée, puis ça, je vous le dis tout de suite. Là. Vraiment, là. Vraiment, vraiment. Le dessin animé, là, il y avait eu de la misère. Là. Moi, j'avais pas compris comment... il y a un problème de rythme ou il y a quelque chose. Ouais, il y a comme une cassure dans le dessin animé, mais ça donne quand même l'essentiel de l'histoire. Oui, il est bon, mais un peu comme Justice League War, qui était basé aussi sur le premier volume de New 52 pour Justice League avec les Paradémons puis Darkseid. Je vous dirais que, tu sais, je préfère encore la bande dessinée, puis elle est facilement accessible. Honnêtement, là, ça serait niaiseux de s'en passer. Si vous voulez aller voir le film, vous voulez triper, vous voulez connaître un peu, tu sais, peut-être reconnaître des clins d'œil à l'intérieur du film, moi, je vous conseille d'aller la lire, d'aller la chercher. Puis honnêtement, elle se tient bien seule. T'sais, vous n'avez pas besoin de vous taper les 2 autres parce que c'est le 3e volume de la New 52 pour le Justice League. Là. Fait que même si vous n'avez pas lu Origins puis le 2e qui était, ma foi, quand même assez plate, vous allez quand même vous retrouver là, dans le 3e volume avec Throne of Atlantis. Et sincèrement, écoute, les images, les dessins, l'histoire en général, c'est juste capoté. C'est vraiment bon. Puis en passant, la Justice League de New 52 est écœurante. Là. Je sais qu'on a lu, toi, tu as lu Darkseid War, puis je suis en train de me retaper le début. Et si tu savais comment... Martin, là, ça, c'est une promesse que je fais. Prochain podcast, je vais parler de No Justice puis de Totality, là, de la nouvelle Justice League. Il faut que tu lis ça aussi. Ouais, là. c'est là que je suis rendu là. Tu vas voir que la nouvelle Justice League, là... Ben là, Darkseid War, ils ont quand même tous été un dieu, chacun d'entre eux, là. Ben c'est dur à battre, là. Non, c'est Chris Empire, là. OK, bon. Bref, on va se rendre à jour sur Justice League. Mais bref, Throne of Atlantis. Puis peut-être deuxième poison très rapide sur Netflix actuellement. Allez le chercher. À cause des algorithmes, ça veut pas dire que vous allez l'avoir dans vos favoris. Mais allez chercher le documentaire sur Walt Disney. Tellement bon. 1h30 sur le personnage. On part du début jusqu'à sa mort. On va même jusqu'au musée qu'on a ouvert à San Francisco. Sa fille Diane Disney qui a ouvert ce musée-là dans les années 2010 à peu près. Honnêtement, très bon documentaire. Et ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est que Disney, étant un producteur de dessins animés puis quelqu'un qui aimait le cinéma, il avait tout le temps sa caméra dans les mains. Les images d'archives sont malades et elles sont filmées en grosse qualité.
Alors, tu retrouves des parties, des Noëls, des moments en famille des années 20, 30, filmés là, dans une qualité exceptionnelle. C'est beau de voir ça, honnêtement, de voir Disney qui filme sa petite fille qui reçoit un cadeau. Elle se plante parce qu'il a acheté une petite maison. Tu sais, les fameuses petites maisons, là, les miniatures pour les enfants. Puis il est en train de filmer sa fille, ses 2 filles qui sont en train de jouer dans la maison. Et il y en a une qui se penche sur le cadre de la fenêtre, puis elle tombe, face première. Et tout ce que tu vois, c'est la caméra qui tombe à terre parce qu'il se précipite vers ses 2 filles. Et un petit peu plus tard, il réouvre sa caméra pour filmer ses 2 filles en train de se faire soigner à face. C'est vraiment là, le père qui a toujours sa caméra sur lui puis qui filme tout ce qui se passe. Honnêtement, on en apprend beaucoup sur sa relation avec son frère, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur qui a failli mettre à terre la compagnie Disney, sur ses rêves de parc, sur les caméras, les techniques d'animation qu'il a mis au point, la chicane avec la syndicalisation de ses employés qui a mené à la création d'ailleurs de Warner Brothers. Parce que les animateurs, ceux qui animaient chez Disney, sont presque tous partis chez Warner pour créer les Looney Tunes à cette époque-là. Donc, tu vois tout ça, la commission sur le communisme où Disney avait été allé parler, avait peur que le communisme arrive en Amérique, puis que ça se passe par la syndicalisation de ses employés. Puis, écoute, non, c'est... Honnêtement, là, ça vaut la peine d'être vu. C'est 1h30, c'est vraiment pas long. Puis si vous êtes abonné à Netflix, ben, vous l'avez déjà dans votre cours, alors pourquoi pas vous le taper. Sincèrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis ça nous permet de comprendre le personnage, puis l'attitude de la compagnie, parce que je pense qu'ils sont restés proches de leurs origines. Écoute, Diane Disney, jusqu'à tout récemment, parce que là, elle est décédée, était encore dans le board, là, était encore proche de ce qui se passait chez Disney. Donc, on comprend un peu plus la vision des choses, comment ils voient les affaires, puis comment ils font avancer leur compagnie. Puis honnêtement, c'est très, très, très bien fait. Sur ce, messieurs, c'est le temps des fêtes. Prochain podcast, on va essayer de se faire une petite liste de cadeaux. Ce serait intéressant. Ouais. Très, très bonne idée. Une petite liste de choses si vous n'avez Sortez pas encore vos d'idées. Là. portefeuilles. Sortez vos portefeuilles. Mettons que vous arrivez dans cette semaine-là puis que vous n'avez pas encore Ah ouais, rien on se acheté, fait une là. wishlist? Ouais, mais pas pour vous autres, gnochons, Oh. pour aider les auditeurs. Ah, OK. Donc, on se voit dans 2 semaines, messieurs. Bonne fin de soirée. Salut! Salut!